Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, la question est simple. Est-ce qu'au Moyen-Âge, ils avaient déjà des torpilles, des lance-grenades et des lance-flammes? Bon, pour ceux et celles qui ont vu la vidéo précédente, évidemment, je vous ai un peu spoilé parce que je vous ai dit ça sur la période des croisades. D'ailleurs, ça tombe bien qu'on parle des croisades parce que la poudre noire est déjà présente au Moyen-Orient dans des grenades. Et on voit apparaître dès la fin du XIIIe siècle des armes expérimentales à poudre comme des genres de canons et des torpilles. Ouais, parce qu'au Moyen-Orient, à cette époque, on a des sources de torpilles, les trucs pour les bateaux, quoi. Et le pire, c'est que ça fonctionne plutôt bien, cette histoire, mais on verra ça un autre jour. Et le moins qu'on puisse dire en voyant vos très nombreux messages et commentaires sur le sujet, c'est que cette histoire de torpille médiévale, ça vous a un peu perturbé. Donc aujourd'hui, je vous explique ça et d'autres armes un peu étonnantes, mais je vais essayer de vous la faire courte. Attendez, excusez-moi. Oui, vous là, je vois bien que vous êtes un aventurier du web, mais vous m'avez l'air un peu déprimé, non? Oh, je sais, c'est parce qu'il vous manque de la protection pour parcourir les vastes contrées de l'internet. Heureusement, j'ai la solution pour vous, le casque NordVPN. Grâce à ce casque équipé de la magie de NordVPN, vous allez pouvoir faire face aux menaces en tout genre, malware, virus et même les sites d'arnaque et les publicités envahissantes grâce à la version pro. La magie NordVPN vous permet tout simplement de chiffrer toute votre activité en ligne pour vous protéger. Ah bah ça je peux vous dire que j'en ai vendu un sacré paquet de ceux-là, hein. Ah non mais là c'est la version toute récente du sort de protection pour casque, c'est-à-dire qu'avec vous pouvez utiliser jusqu'à 10 de vos appareils connectés et ça fonctionne même avec Android TV et Apple TV. Bon, je vais pas vous mentir, si vous le prenez chez moi, vous avez quelques avantages. Avec le lien en description, vous avez 4 mois supplémentaires offerts sur les abonnements de 2 ans, soit seulement 2,91 € par mois. Satisfait ou remboursé les 30 premiers jours. Oh, c'est vous dire si j'en ai vendu de ces casques NordVPN, hein. Donc n'hésitez plus à vous équiper des protections NordVPN, en plus ça aidera mon petit commerce si vous essayez ça chez moi. D'un côté, vous avez plein de services utiles, de l'autre, ça fait vivre votre vendeur préféré. Avouez que c'est la combinaison parfaite. Bon alors, on commence par quoi? Torpille, lance-grenade, lance-flamme Bon allez, je vais garder le meilleur pour la fin. Commençons par le lance-flamme. On en a déjà un peu parlé, mais figurez-vous qu'au Moyen-Âge, les Byzantins, c'est des petits rigolos. Alors ils occupent grosso modo le territoire de la Grèce actuelle et une partie de la Turquie et des Balkans. Je vous la fais simple, parce que c'est un espace qui a beaucoup évolué pendant la période dont on parle, entre le XIe siècle où c'était un très grand empire, et la suite de l'histoire où cet empire décline et perd des gros morceaux. Bref, ces gens-là, ils sont les héritiers plus ou moins spirituels de l'Empire romain, ouais, rien que ça. Du coup, ils n'hésitent jamais à avoir l'air les plus classes possibles, à se battre contre leurs voisins, et surtout, je le disais, à essayer des trucs un peu rigolos. C'est comme ça que leur cavalerie lourde, par exemple, on a des sources qui mentionnent le fait qu'ils peuvent envoyer des volées de masse dans la tête de leur adversaire, juste avant un contact. Ouais, des masses de lancer, ouais, c'est-à-dire la subtilité des mecs, hein. Il y a un moment, c'est festif, quoi. Enfin bref, à cette époque, les gars utilisent une sorte de lance-flamme, parce que oui, on a plusieurs sources de ça. Grosso modo, imaginez que ça se présente comme une grosse pompe à vélo avec une petite flamme sur le devant. Lorsque vous tirez la pompe, vous amorcez l'engin, et lorsque vous poussez sur la pompe, le combustible est projeté sous pression à travers la flamme depuis un réservoir, et ça fait une langue de feu plus ou moins grande. Je trouve ça assez classe. Comme quoi, pas besoin de faire compliqué, vraiment, c'est juste une pompe à vélo, quoi, ou un pistolet à eau. Un gros pistolet à eau. Avec de l'essence. Et des jolis décors. Alors comme d'habitude avec ce genre d'arme un peu audacieuse, c'est assez difficile de savoir à quel point c'était très répandu ou pas, et probablement pas d'ailleurs. Il semble qu'il y ait des traces historiques où on montait ce type d'arme sur des bateaux, ce qui semble aussi dangereux pour son propre bateau, on va pas se mentir. Mais on a également des hypothèses de versions portables, avec des gars spécialisés pour manier ce genre d'engin. Bon, comme je vous disais, c'est difficile d'avoir plus de détails, notamment sur le combustible exact que l'on mettait à l'intérieur. On parle souvent du fameux feu grégeois et de sa soi-disant recette secrète, mais ça, c'est un peu du pipeau. En fait, le feu grégeois, la recette n'est pas du tout secrète, et il en existe plusieurs versions, plus ou moins collantes, plus ou moins visqueuses, ou plus ou moins liquides selon les besoins. Imaginez que le feu grégeois, c'est plus un concept qu'un vrai truc très précis. C'est comme quand vous dites de l'essence, vous pouvez avoir de l'essence de tout et n'importe quoi. Et ce fameux feu grégeois, tout le monde pendant les croisades s'en est servi à un moment ou à un autre. Mais bon, faut quand même avouer que c'est un truc hyper dangereux parce que très difficile à maîtriser, donc c'est assez situationnel. D'ailleurs, fait amusant, on a peu de détails sur la manière de s'habiller quand on manie de telles armes, mais il semble que les Moyen-Orientaux avaient des tenues spécifiques pour les grenadiers et les gens qui maniaient les engins pyrotechniques. Alors ils portent des vêtements qui sont conçus pour résister au feu,
autant que possible du moins, et donc pouvoir s'adapter en cas d'accident. Et en parlant de grenadier, ça nous fait une magnifique transition lance-grenade, incroyable, comme si la vidéo avait été écrite comme ça, c'est vraiment fou. Mais reprenons un peu de contexte. Pendant les croisades, en Orient, les peuples moyen-orientaux connaissent la poudre et les mélanges incendiaires qu'ils utilisent majoritairement dans des grenades. Alors évidemment, c'est pas celle-là, c'est plutôt celle-ci, mais vous voyez que ça ressemble pas mal. Ah et d'ailleurs, je dis peuples moyen-orientaux et pas musulmans ou arabes, parce que tous n'étaient pas arabes, et pas musulmans non plus d'ailleurs. Bref, ils ont donc des grenades, et on estime qu'il en existait de deux types. D'abord incendiaire, avec un mélange spécifique de résine, de poids et d'essence. Basiquement, on en a parlé, c'est un genre de feu grégeois. Et c'est facile, ça fonctionne comme un cocktail Molotov, vous balancez ça, ça se casse au contact, et ensuite... Deuxième option, les grenades explosives. Et là, effectivement, on bourre ça de poudre noire, une mèche, on balance le tout, explosion, dégâts, mauvaise journée. Et comme d'hab, les gens sont inventifs, ils se sont dit qu'ils pouvaient mettre ça dans des balistes pour envoyer des grenades plus loin, voire les envoyer par paquet. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Alors la baliste à l'époque, on maîtrise à peu près bien le truc. C'est rien de plus qu'un arc énorme monté sur une structure en bois et qui peut au choix envoyer des flèches géantes ou des pierres selon les modèles. Donc forcément, vous vous doutez bien que si ça peut envoyer des pierres, ça peut aussi envoyer des grenades. Hein, les gars sont des malins, hein, je vous l'ai dit. On a même un petit schéma d'un système rigolo de ce qui semble être une baliste avec plusieurs arcs et qui peut tirer des salves de trucs ou faire un genre de tir rapide. Je vous l'ai dit, au Moyen-Âge, on était inventifs, hein, je ne le dirai jamais assez d'ailleurs. Mais du coup, si ça fonctionne sur un modèle géant, des gars se sont dit « Attendez, est-ce qu'on peut faire une version portative de ce gros machin ?» Et normalement, si vous me suivez depuis un moment, une version portative d'un arc géant sur une structure en bois, ça doit tout de suite vous parler parce qu'en fait, eh ben oui, c'est une arbalète. Et figurez-vous qu'on a un schéma d'arbalète avec des descriptions, le tout montrant une sorte de modèle servant à lancer des grenades. Ce qui en ferait donc un des premiers lance-grenades de l'histoire, pendant les croisades. Officiellement, c'est donc le premier lance-grenade de l'histoire, portatif du moins, mais il faudra attendre le XVIIe siècle pour en avoir une version réellement répandue sur les champs de bataille. Souvenez-vous, on en avait parlé dans une vidéo au musée de l'armée, mais dans deux vidéos, au fait, je réalise, parce que on a présenté des modèles faits pour les combats sur Terre et un modèle conçu pour le combat naval. Je vous mets tout ça juste ici, bien entendu. Et puis tant que vous y êtes, pensez à vous abonner, c'est toujours très important pour la chaîne et ça vous permettra de faire de nouvelles découvertes que je garde encore dans mes manches. Ce sera probablement pour vous la seule occasion de revoir quelqu'un avec un nœud papillon et une arbalète. Bon, cela dit, on en reparlera un jour de ce fameux lance-grenade médiéval, parce que j'ai commencé à travailler sur une proposition de reconstitution de l'engin avec certains de mes artisans préférés, et ce sera la première hypothèse de reconstruction au monde. Cela dit, je peux déjà vous teaser avec les prototypes de grenades qu'on a choisis, une version plus petite que les grenades à main que je vous ai montré juste avant, mais croyez-moi, ça devrait taper quand même. Et oui, dans les traces archéologiques, on a des différences de taille aussi importantes parfois, et c'est pour ça que j'ai fait une petite hypothèse sur les plus petites servant aux machines, mais on aura l'occasion d'en reparler. Cela dit, histoire de vous rendre encore plus fou, j'ai demandé à un artisan avec qui je travaille souvent, et dont vous avez déjà vu les créations sur la chaîne, de commencer à réfléchir aussi à une reconstitution du lance-flamme byzantin. Parce que je trouve qu'on se marre pas assez dans la vie, et du coup, on va pouvoir faire ça sur la chaîne. Affaire à suivre. Un seul argument s'y oppose, un seul. C'est dangereux. Ceux qui n'aiment pas le danger, faut qu'ils choisissent une autre activité. Allez, je vous ai fait patienter avec des trucs cool, les torpilles, maintenant on s'attaque à ça. C'est quoi cette histoire de torpille médiévale? Au XIIIe siècle, l'époque de Saint-Louis et toujours des croisades d'ailleurs, un ingénieur syrien nommé Hassan al-Rama décrit dans un de ses ouvrages ce qui semble être la première torpille autopropulsée de l'humanité. Et le concept est en fait très simple, c'est une sorte de coque en métal munie de charges explosives avec une pointe à l'avant. À l'arrière, on place des charges propulsives et des stabilisateurs. Une fois l'engin lancé, il traçait sur l'eau comme un genre de hors-bord et allait se planter dans la coque des bateaux ennemis. Il explosait ensuite en faisant des dégâts sur cette coque, voire un trou au niveau de la ligne de flottaison du navire. Ah, et si vous connaissez pas bien la navigation, généralement un trou dans la coque au niveau de la ligne de flottaison, c'est le signe d'une très mauvaise journée. Alors évidemment, il reste une question. J'ai un peu cherché mais je n'ai pas vraiment trouvé et les spécialistes de ça me répondront peut-être en commentaire, mais je sais que pour certains, une vraie torpille, c'est forcément sous-marin. Là, on a un engin qui est sur l'eau techniquement, donc pas sous-marin. Est-ce que ça peut encore être considéré comme une torpille ou est-ce que c'est plutôt une fusée, si on a envie de chipoter? Bon, quoi qu'il en soit, c'est considéré comme la première torpille autopropulsée de l'histoire. Et je trouve ça quand même fou de se dire que c'est aussi ancien. Dites-vous qu'il faudra attendre le 19e siècle pour l'invention officielle de la torpille moderne, autopropulsée et sous-marine. Ce qui fait 5 ou 6 siècles après ce premier concept d'Hassan al-Rama.
Bon, maintenant qu'on s'est bien amusé, on va redescendre sur Terre 2 minutes. Que ce soit le lance-grenade ou les torpilles, il faut bien se dire qu'à l'heure actuelle, nous n'avons absolument aucune source qui nous indique que cela a bel et bien été utilisé au combat. Parce qu'attention, c'est fait pour, ça fonctionne, mais on n'en sait pas plus. De manière générale, il y a dans la littérature moyen-orientale médiévale toute une tradition pour l'ingénierie, qu'il s'agisse de systèmes mécaniques ou de systèmes hydrauliques, mais aussi pour l'armement. Et tout est parfaitement fonctionnel, ça fait partie des points communs de ces ouvrages, c'est fonctionnel, ce ne sont pas juste des délires. Certaines choses, notamment les systèmes hydrauliques, ont été éprouvés sur le terrain et utilisés longuement, alors que d'autres, non. Et parfois certaines choses semblent un peu codées ou assez incompréhensibles. Mon exemple préféré à ce sujet vient d'un ouvrage écrit par Altarsoussi à la fin du XIIe siècle pour Saladin. On peut y lire des trucs assez classiques, genre des indications de machines de guerre, mais aussi la recette d'une sorte de super armure impénétrable aux flèches, aux coups de lance et aux sabres. Le truc c'est que dans la recette, on a des mots qu'on ne comprend pas et des formulations bizarres de type « faites ça selon l'usage », c'est-à-dire « faites ça comme on fait d'habitude », mais également des ingrédients de potions magiques, genre des rognures de cuir de chameau, de la rate de sang broyée, de la limaille de métal dur, de la poudre de verre, de la poudre de corne, c'est assez intriguant et je vous passe la méthode de fabrication qui est un peu bizarre. Alors est-ce qu'il s'agit de mots dont le sens a changé de nos jours, ou de codes? En fait c'est simple, je vais vous mettre la recette complète en description et je vous laisse me mettre votre petite théorie en commentaire. Donc voilà, gardez à l'esprit que le lance-flamme a été utilisé, mais probablement pas énormément. Le lance-grenade et la torpille, c'est expérimental, mais parfaitement fonctionnel. Et on en fera des vrais un jour sur la chaîne pour tester. Mais en fait, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point l'histoire dans son ensemble, c'est plein de gens qui ont testé des trucs, parfois très en avance sur leur temps, et par exemple les peuples moyen-orientaux dont on parlait juste avant, ils avaient une approche très expérimentale de la chimie et des armes pyrotechniques, mais de manière générale, tout le monde a toujours testé des trucs, surtout avec cette espèce d'obsession d'évolution de l'armement et de la manière de s'en servir. D'ailleurs, à propos de ça, je crois que je ne vous ai jamais parlé des premiers fusils à air comprimé. Certains modèles existent depuis le XVIe siècle, et certaines unités en seront équipées dès le XVIIe ou le XVIIIe siècle. Je trouve ça complètement fou! C'est-à-dire qu'à l'époque des Trois Mousquetaires, le concept de fusil à air comprimé existait déjà, et on en cherchait des applications militaires. Bon, cela dit, il se pourrait que le concept d'arme à air comprimé vienne de bien plus loin. De la Grèce classique en fait, mais je vais pas tout vous dire aujourd'hui, après vous allez vous ennuyer et ne plus revenir ici, ce qui serait quand même un petit peu dommage. Allez, cette histo ou disco était un peu moins classique que d'ordinaire, mais j'espère que ça vous aura appris des trucs. J'ai construit cette vidéo par rapport à vos commentaires, donc n'hésitez pas à commenter, liker et partager ce petit sujet, moi ça me donne toujours de nouvelles idées, et puis on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo, mais d'ici là, n'oubliez pas que l'histoire est vivante.